Merci de nous avoir éclairés sur ces fameux articles 51 qui, c'est vrai, étaient pour beaucoup d'entre nous encore un peu mystérieux, mais en tout cas qui montrent toute leur utilité. Vous avez, à ce stade de la matinée, vous pouvez vous en rendre compte que les relais extra-conventionnels, ce n'est pas une chimère, ce n'est pas un vain mot, mais néanmoins, je dirais que nous sommes au milieu du gué et qu'il reste encore pas mal de choses à écrire sur cette page qui est partiellement noircie. Alors pour ce faire, on va imaginer maintenant de se projeter un peu plus loin, aborder ce qu'on appellera le champ des possibles. Et pour ce faire, je vais appeler à me rejoindre sur l'estrade trois spécialistes également du sujet. La première, qui représentera les patients consommateurs, je l'ai cité tout à l'heure, c'est Marie-Annick Lambert. Marie-Annick, vous êtes membre de la commission stratégique consommation de familles rurales et à ce titre représentante des patients au sein du bureau de France Santé. J'ajouterai que vous êtes avocate honoraire et spécialiste du système de santé. Et vous êtes également membre du Conseil d'orientation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, ce qu'on appelle plus facilement l'ONIAM en général, hein, affection iatrogène et affection nosocomiale. À vos côtés, un pharmacien, je le vois au fond de la salle, Christophe Legal. Christophe, vous êtes pharmacien, je viens de le dire, diplômé de la faculté d'Angers, donc on reste dans le Grand Ouest, ça tombe bien. Hein. Vous êtes également président fondateur du groupement de pharmaciens, je crois, Essentiel Pharma, et vous êtes président du syndicat d'officinaux, l'UNPF, pour ceux qui l'auraient oublié, c'est l'Union nationale des pharmaciens de France. Et enfin, il nous faudrait un Français, mais qui vit en Suisse, qui en plus est un de vos confrères puisqu'il est pharmacien, mais également un des miens puisqu'il est journaliste. Je serais tenté de dire que vous avez toutes les qualités, Thierry Filbet. Thierry, vous êtes diplômé vous-même de la faculté de pharmacie de Paris 11, plus connu comme Châtenay-Malabry. Vous êtes aujourd'hui rédacteur en chef du Pharma Journal, l'organe d'information de Pharma Suisse, après avoir été rédacteur en chef du Moniteur des pharmacies. Bref, ce sont des expériences qui font de vous un des spécialistes des systèmes de santé français et suisses. Je sais que votre modestie vous empêchera de le reconnaître, mais je parle en connaissance de cause. Alors, Marie-Annick Lambert, je vais commencer par vous, parce que depuis le début de la matinée, on parle des pharmaciens. Mais que seraient les pharmaciens sans les patients ? L'inverse est vrai aussi. Que seraient les patients sans les pharmaciens ? Mais que seraient les pharmaciens sans les patients ? Et pour ça, il est important de connaître les attentes de ces patients. Patients, je rajouterai consommateurs, parce qu'on est quand même dans une officine pharmaceutique. Alors, vous n'étiez pas arrivé encore ce matin, lorsque Laetitia Hénin-Hible a expliqué qu'à l'issue d'enquêtes menées régulièrement par l'association Pharmasystème Qualité, il était apparu que les patients attendaient beaucoup des pharmaciens et, pardon, depuis le début de la matinée, on parle beaucoup d'argent, mais c'est important, c'est le nerf de la guerre, et étaient même prêts parfois à payer des services dispensés en pharmacie. Ça, c'est les enquêtes de Pharmasystème Qualité récoltées, je crois, auprès de 35, 40 000 patients. Mais sont-ils représentatifs ? Que vous inspire cela et quelles sont les attentes que dont vous pourriez nous faire part à cette tribune ? Alors, oui, bien sûr que les attentes des patients sont grandes auprès des pharmaciens, ça je pense que ça fait aucun doute. Que certains soient prêts à payer, je n'en doute pas, je ne m'engagerai pas pour tous, parce que ça a déjà été dit ce matin. Je pense qu'il y a un bon rapport de confiance, a priori, entre le patient et son pharmacien, enfin entre l'usager et son pharmacien. Sur le problème matériel, les situations sont tellement disparates. Car un patient qui a une complémentaire santé de qualité, qui prend tout en charge, il ne se pose même pas la question. Quelqu'un qui est dénué de complémentaire santé, qui a la marge, donc qui ne bénéficie même pas de la C2S, il n'est pas du tout dans la même situation. Hein. Alors, déjà pour ces patients, ça a été très important le tiers payant en pharmacie. Parce que ce qui n'existe pas encore, hélas, chez les médecins, où ça explique un certain nombre de renoncements aux soins. Les gens ne se rendent pas compte que l'avance des prêts, c'est quelque chose. Donc, je pense que vous n'aurez jamais la réponse sur est-ce que les patients sont prêts à payer les services des pharmaciens. Alors, ma question, ce n'est pas tant sont-ils prêts à payer, c'est qu'attendent-ils des pharmaciens ? Concrètement, on a un système de santé aujourd'hui, on voit que l'assurance maladie, en tout cas j'assume ce que j'ai dit et ce que j'ai écrit, tente à se désengager. France Santé que vous représentez a dénoncé le doublement des franchises médicales, même si le plafond est resté le même. Donc on a comme un système
qui, de mon point de vue, est en train gentiment de remettre en cause les fondements même du Conseil national de la résistance, comme si finalement la Seconde Guerre mondiale avait été oubliée en termes de santé. La question, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez attendre des pharmaciens? Ils vaccinent, ils dépistent, ils jouent un rôle en termes de prévention. Est-ce que vous leur faites confiance à ces officinaux? Alors, moi, ce que j'ai fait, puisque vous me l'aviez demandé, là, je parle comme famille rurale et pas comme France Asso Santé, j'ai essayé de faire un mini-sondage sur les attentes des ruraux, de leurs pharmaciens, et en particulier sur les extensions dont ils bénéficient, sur que ça soit de la vaccination, que ça soit de la dispensation de médicaments. Ils sont tous extrêmement favorables. Ils ont tous pu bénéficier et c'est absolument l'unanimité. Donc ça fait aucun doute que l'élargissement de l'offre du pharmacien à l'égard du patient, elle est évidemment bien accueillie. Avec toutes les réserves, mais que vous connaissez par cœur et qui ont été évoquées depuis ce matin, qui sont bien sûr la sécurité. Mais tous les dispositifs qui sont présentés précisent bien que c'est un élément essentiel et on voit bien que les arbres décisionnels sont la clé de voûte de tout nouveau projet. Je l'ai rappelé ce matin également, la loi HPST est un peu le point de départ d'une nouvelle histoire pour la pharmacie, même si les gouvernements successifs, donc je ne ferai aucune connotation politique, mais ont freiner des quatre fers pour finalement lui donner corps, lui donner vie, à travers des décrets d'application qui ont peiné à être promulgués. Donc vous êtes en train de nous dire que finalement nos gouvernants ne comprennent rien aux attentes des patients, qui eux attendent beaucoup des pharmaciens et qui souhaiteraient qu'ils aient plus de moyens. Je crois que vous simplifiez un peu. C'est mon rôle en tant que journaliste, hein. Vous savez, la mauvaise foi me caractérise. C'est parfois ce qu'on constate aussi en droit, c'est que la société pousse le droit et que le droit vient après. C'est vrai. Christophe Le Gall, vous avez entendu Marie-Nique Lambert. J'ai rappelé que vous étiez pharmacien, que vous êtes président de groupement, président de syndicat. Vous, de votre côté, comment les pharmaciens pourraient-ils répondre aux attentes des patients? Alors tout d'abord, merci pour l'invitation. Je vais parler en tant que président de mon groupement, essentiellement, essentiellement pharma, bien sûr, puisqu'aujourd'hui, on a le sentiment dans les officines on est des sentinelles de santé et qu'on a tout au long de la journée la possibilité d'être en train d'observer, de regarder, d'avoir des opportunités de prendre en charge des patients ou des gens qui ont des besoins non exprimés. Et c'est vrai que la confiance qu'ont les patients pour notre métier est essentielle, mais surtout ces opportunités-là, on ne les saisit pas tout le temps. Donc quand Laetitia m'a demandé d'intervenir sur les leviers de croissance non conventionnels, je crois que le premier des leviers de croissance non conventionnels, c'est la capacité à questionner les gens qui viennent pour chercher un produit, un médicament, pour savoir s'il y a un bon usage de ce médicament pour la pathologie ou pour le besoin du patient. Mais est-ce que ce n'est pas votre boulot déjà naturellement que de questionner le patient quand il vient au comptoir? Alors oui, bien sûr, sur des ordonnances, on a tout un rôle qu'on observe et que l'on fait, qui est très bien transmis par les universités. Par contre, le réflexe, c'est d'avoir une posture active quand quelqu'un vient chercher un Doliprane ou autre chose, lui demander pourquoi il l'utilise. Ça permet de tirer une pelote de laine, d'aller chercher peut-être un test derrière qui permettra de le rassurer par rapport à une angine. Peut-être lui expliquer que, comme il sent la cigarette, qu'il y a un lien entre le mal de gorge et la cigarette. Et qu'il va vous expliquer, il y en a eu un hier que j'ai servi, il m'a expliqué qu'il avait attrapé froid. Il sentait la cigarette et je lui ai dit, mais c'est peut-être la cigarette. Non, c'est pas possible, c'est parce que j'ai attrapé froid. Donc j'ai passé 5 minutes à lui expliquer le lien entre l'irritation de ses voies aériennes et son mal de gorge lié à la cigarette. Et derrière, ça a créé un lien de confiance. Et je pense que donc, le premier travail qu'on a, c'est de montrer nos compétences par rapport à une situation à travers une question qu'on va leur poser qui permettra demain de faire de la croissance non conventionnelle, comme vous l'exprimez. Et c'est un petit peu comme si on était au bord d'une rivière avec une canne à pêche et qu'on laissait passer des flots de personnes sans s'en occuper, sous prétexte qu'ils n'ont pas d'ordonnance. Donc c'est vraiment le changement qu'il y a aujourd'hui dans notre métier de pharmacien. On est sur une posture passive. On délivrait des ordonnances avec des explications qui étaient liées à ce qui était donné comme ordonnance. Aujourd'hui, c'est aller chercher l'information et c'est de regarder par rapport au profil. On le fait dans notre groupement aujourd'hui. Par rapport au profil de la personne, on a suivant l'âge, suivant le sexe, on a des arbres décisionnels qui nous permettent de dire que cette personne-là a besoin d'une vaccination parce qu'elle est à cet âge-là, cette personne a un problème peut-être de stress parce qu'elle est étudiante et donc elle a ce profil-là. Voilà, c'est faire de l'individualisation et aller à la pêche
par rapport à des patients qui passent et qui ne savent pas encore qu'on peut leur rendre service. En clair, en revenant aux fondamentaux du métier d'officinal, vous faites de la prise en charge individualisée, c'est ça que vous nous dites? La prise en charge individualisée, effectivement, c'est notre métier de montrer nos compétences et d'aller les transmettre aux patients. Vous savez, moi j'ai fait pharmacie parce que j'avais un arrière-grand-père qui allait distribuer dans les carrières à côté d'Angers de l'oxygène le soir dans les familles. Donc notre métier, c'est d'être en aide à la population. Et aujourd'hui, où ils ont beaucoup d'informations, il est essentiel de libérer du temps de pharmacien pour que nous, titulaires, on soit au comptoir pour donner cette culture-là à nos collaborateurs qui étaient sur une autre culture depuis des années. Marie-Nick Lambert, vous avez rappelé tout l'intérêt que les patients portent aux pharmaciens. J'ai néanmoins souvenir qu'à une certaine époque, Famille Rurale dénonçait une pratique de prix. Vous m'avez expliqué que cette étude avait été abandonnée depuis, hein, mais faute de moyens. Mais dénoncer une pratique de prix qui n'était pas forcément en faveur des patients dans les différentes officines. Est-ce que ça, c'est pas une tâche finalement indélébile dans l'esprit des patients consommateurs? Non, je ne crois pas du tout. Je crois que là, c'était le réflexe de l'association consommateur type par rapport aux médicaments en tant que produit. Nous, on a l'habitude... On a tout un réseau de releveurs de prix, des fruits et légumes, etc. Et quelque part, c'était le même raisonnement sur le médicament en tant que produit. Et on sait tous, vous le savez bien, que moi, j'habite à côté d'un City Pharma et je vois les queues des gens qui viennent d'ailleurs autant pour la parapharmacie ou plus pour la parapharmacie, mais il y a un écart de constaté. C'était juste de l'information de base aux consommateurs. C'est toujours extrêmement intéressant dans l'éducation des consommateurs. Et c'était aussi, si vous êtes rural, vous avez un pharmacien. C'est-à-dire, si vous êtes citadin, ben vous le savez tous, vous avez une clientèle qui est... une offre pléthorique. Vous avez une offre pléthorique. Donc c'est aussi, ça fait partie de l'éducation de la consommation, indépendamment, mais elle était intéressante et c'est parce qu'on n'avait plus les moyens et plus assez de releveurs de prix qu'on l'a abandonné. Mais voilà, c'est de l'éducation à la consommation et à la vigilance toujours. C'était indépendamment de la confiance, de la qualité du service, et c'était strictement conso. Alors, je pose la question parce que Famille Rurale n'est pas du tout l'ennemi des pharmaciens, c'est bien connu. D'autres associations sont beaucoup moins aimables avec la gente officinale. Je pense à 60 millions de consommateurs ou UFC Que Choisir, qui régulièrement dénoncent des pratiques pharmaceutiques pour le moins légères. Et je rebondis sur ce que disait Christophe Le Gall. Est-ce que finalement, on peut considérer que, enfin, vous considérez en tant qu'association de consommateurs, que finalement les pharmaciens font correctement leur boulot, sont bien sur les fondamentaux de l'officine, comme le réclame et l'invoque Christophe Le Gall, votre voisin? Je ne peux absolument pas répondre à cette question, dans la mesure où je pense qu'il n'y a pas de réponse uniforme. Les pharmaciens d'officine n'échappent pas à la règle des autres professions. Il y en a des bons et il y en a des moins bons. Comme notre profession. Donc, voilà, hélas, il y a certaines mauvaises pratiques qui assombrissent l'image des bons, mais franchement, c'est pas plus grave. Et simplement, 60 millions, c'est pas une association de consommateurs, c'est une revue commune à toutes les associations de consommateurs, et donc c'est la même chose, je veux dire. Le travail des associations de consommateurs, quelles qu'elles soient, c'est de l'éducation à la conso, et la conso, c'est comme l'éducation à la santé, c'est de la vigilance. Alors, pas de la vigilance sur les choses mauvaises pour la santé et les mauvais comportements, mais c'est la vigilance vis-à-vis des pratiques, j'allais dire, autant commerciales que de soins. Je pense que ça touche plus cet abord-là que les abords de soins. D'où l'intérêt d'une bonne démarche qualité appliquée à l'officine. D'où l'intérêt, bien sûr. Parce que le rapport de confiance entre le patient et le pharmacien, c'est pas du tout l'aspect commercial, présentation. C'est un lien personnel. Et on voit bien que dans les territoires ruraux où il y a un pharmacien, ce lien, il est essentiel. Le premier professionnel de la santé avec lequel il est en contact, c'est évidemment le pharmacien qui sert souvent, puisque vous savez, j'ai expliqué tout à l'heure combien la coordination était importante pour les patients, et c'est souvent le point d'entrée de la coordination, le pharmacien. Alors, la situation est différente évidemment dans les grandes villes. Thierry Filbert, j'ai dit tout à l'heure que vous étiez français, immigré en Suisse, si j'ose dire,
depuis 15 ans, mais vous avez gardé une âme de Français, mais vous connaissez bien le système suisse. Alors le système suisse de santé, lui, il est légèrement différent du nôtre, puisqu'il n'y a pas d'assurance maladie, au sens français du terme. Ce sont des caisses privées, si je ne m'abuse. Et là-bas également, il y a un système de franchise, je résume, vous me corrigerez si j'ai fait trop de raccourcis, qui consiste pour les patients à payer leurs soins jusqu'à un certain niveau selon le type de franchise qu'ils ont pris. Alors, est-ce que vous pourriez déjà nous expliquer grossièrement, globalement, comment ça fonctionne et comment, là aussi, est perçu le pharmacien en Suisse, puisqu'on n'a pas cessé de le rappeler depuis ce matin, Pharmasystème Qualité s'est inspiré de Netcare et a travaillé main dans la main avec Pharma Suisse depuis maintenant 15 ans. Je regarde Martine, 20 ans. Enfin, ça fait quand même que 15 ans que l'association existe. Alors Thierry. Alors, merci pour votre invitation. Ça me fait très plaisir de revenir en France. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé. J'ai pas 15 ans de présence à Pharma Suisse, mais 13 ans. Et effectivement, à l'époque, je me rappelle très bien des réunions de la délégation française avec mon président, regretté Dominique Jordan, à qui je tiens à rendre hommage. Il serait très très fier de voir aujourd'hui ce qu'est devenu ce projet commun, non seulement au travers du système qualité QMS Pharma, mais aussi de Netcare. Et c'est vrai qu'il y a eu après des échanges dans les deux sens. Vous avez aussi enrichi la démarche en Suisse, et c'est tout à fait remarquable. Alors oui, le système suisse est très 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 différent, et quand j'ai commencé ma carrière en Suisse, j'ai été profondément choqué. C'est un système très libéral, il n'y a pas de régime national d'assurance maladie, il y a 60 assureurs privés, donc il y a une concurrence féroce. Vous êtes obligé de souscrire un contrat d'assurance de base, donc je mets de côté les assurances complémentaires, et vous choisissez celui qui est le mieux offrant, ou celui qui vous propose les meilleures garanties selon le lieu où vous habitez, car d'un canton à l'autre, la cotisation ne sera pas la même. Selon que vous soyez une femme ou un homme, la cotisation ne sera pas la même. Selon votre âge également, la cotisation ne sera pas la même. Le Suisse est très pragmatique, il faut le savoir. Et donc, vous avez cette obligation et vous devez supporter en tant qu'assuré la totalité de vos cotisations maladie. Voilà, ce qui correspond à peu près en moyenne en 2024 à environ 360 francs par mois. Suisse. Par adulte, oui, francs suisses, hein, il n'y a plus de francs français, plus d'euros, mais avec le cours de change, c'est voilà, autour de 370, 370 euros, 380 euros, c'est variable. Donc voilà, chaque mois, un adulte paye en moyenne ce prix-là, mais ça peut être très très variable, encore une fois, en fonction de ce que je vous dis tout à l'heure. Donc oui, il y a des très fortes différences. Il y a une autre très forte différence qui concerne la participation aux frais de santé. Alors je vois déjà les levées de boucliers en France par rapport aux mesures qui viennent d'être prises, le doublement, on passe de 1 à 2 euros. Il faut savoir qu'en Suisse, vous avez une franchise minimum de 300 francs suisses. Donc on commence à être remboursé au-delà de ces 300 francs suisses engagés pour vos soins. Mais si vous voulez payer un peu moins de cotisation, vous avez des possibilités de payer plus de franchise, donc jusqu'à 2500 francs suisses. C'est-à-dire que certains, notamment les jeunes adultes qui normalement n'ont pas trop de problèmes de santé, choisissent ce modèle avec une franchise à 2500 francs. Deuxième lame, une fois que vous avez atteint votre niveau de franchise, vous payez une quote-part de 10% sur tous les frais tous vos frais de santé que vous allez engager chez le médecin, le pharmacien, à l'hôpital, etc., jusqu'à une hauteur de 700 francs suisses. Et ensuite, vous avez une participation également de 15 francs, un peu anecdotique, pour vos journées d'hospitalisation. Donc vous voyez que quelqu'un qui va avoir des dépenses de santé assez fortes va avoir déjà au moins 1000 francs à sa charge par an, donc 300 francs de franchise minimale plus 700 francs de quote-part. Donc oui, on est tout à fait dans un autre état d'esprit, mais il faut savoir qu'en Suisse, on paye pour beaucoup de choses, donc ça ne donne pas lieu à des manifestations furieuses dans les rues. Est-ce que ce système de franchise, que je qualifierais de géométrie variable, est-ce que ça n'est pas propice à une médecine à deux vitesses? C'est souvent l'accusation que l'on porte en France avec l'évolution du système et le désengagement de l'assurance maladie, encore une fois.
Alors oui, forcément, je pense que des personnes qui ont des revenus modestes retardent un accès aux soins et ça peut avoir après des conséquences bien plus graves pour leur santé, oui c'est clair. Et d'ailleurs ça devient un sujet politiquement très chaud en Suisse. Pas tant la participation au coût, je pense que malheureusement les Suisses l'ont intégré, mais le niveau des cotisations maladie. Il y a 2 initiatives populaires, donc des référendums. Vous savez que la Suisse, le pays des référendums, en juin, pour justement limiter l'envolée des primes. Entre 1997 et 1997, à la Suisse, et 2024, les primes ont augmenté de plus de 150%, alors que les salaires, eux, ont augmenté de 12%. Les prix, tout prix confondu ou du médicament? Les primes maladie, non, les primes, pardon. Les primes, oui. Ah, les primes. Excusez-moi, en Suisse, on parle de primes maladie, ce qui veut dire en France des cotisations. Voilà. Donc, un bond de 150%, alors que les salaires, eux, ont augmenté de 11%. Donc, il y a une énorme crispation politique et aussi au niveau de la population. Et ces 2 initiatives veulent mettre un plafond par rapport aux revenus. Les jeunes socialistes demandent un plafond à 10%, alors que le parti du centre, lui, demande à ce que si les coûts de la santé dépassent de 20% l'augmentation des salaires, il y ait également des mesures de régulation derrière. Donc oui, c'est un sujet très, très actuel qui pose en tant qu'association de pharmaciens des problèmes, parce que si on rentre dans des logiques de réduction chaque année, si le niveau des prix augmente, ça va être très compliqué à gérer. Mais je crois également qu'on n'est pas sur le même périmètre financier. Si je ne m'abuse, le chiffre d'affaires moyen d'une pharmacie en Suisse, c'est 2,4 millions contre 1,8, je crois, en France. Oui, mais c'est pas comparable, puisqu'en fait, les salaires sont doublés ou triplés. Ouais, je me suis laissé dire qu'un adjoint en Suisse gagnait 10 000 francs suisses par mois contre 3 000 en France. Non, un peu moins. Je vais pas attirer tous les pharmaciens assistants français vers la Suisse, sinon je vais me faire lapider. Mais oui, effectivement, le chiffre d'affaires est supérieur, le chiffre d'affaires moyen est supérieur au chiffre d'affaires moyen en France, mais les charges sont absolument pas comparables. Alors, je ne vais pas être indiscret, Thierry, mais j'imagine que vous n'êtes pas cotisant à la sécurité sociale suisse, vous êtes resté cotisant à la sécurité sociale française, vous? Je croyais que vous avez demandé mon salaire suisse, donc ça me rassure. Alors, j'ai eu 2 vies en Suisse. J'ai une première vie en tant que travailleur immigré, donc expatrié. Et là, vous n'avez pas d'autre choix que de cotiser à la LAMAL, donc l'assurance maladie suisse. Mais depuis 2 ans, j'ai changé de statut. Je suis un travailleur frontalier, donc je fais la navette entre la France et la Suisse. Et j'avais le choix de garder ma sécurité sociale française ou de cotiser au système suisse. Finalement, je suis resté dans le système français. Voilà. C'est étonnant. On m'a donné le choix. Voilà. Bon, il faut savoir, oui, que la protection sociale à la française, vu de Suisse, c'est assez étonnant, hein, puisque en Suisse, on ne prend pas en charge les frais de lunettes, on ne prend pas en charge les frais de dentaires, etc. C'est extrêmement restrictif. Marie-Annick Lambert, qu'est-ce que ça vous inspire, ce modèle suisse? J'ai rappelé également ce matin que France Assos avait dénoncé justement le doublement des franchises, alors même que le plafond est resté à 50 €. Hein. Ça vous inspire quoi, finalement? Ça m'inspire notre attachement fondamental au système de l'AMO. Hein. Donc ça, c'est le principe de base auquel on ne dérogera jamais. Simplement, la réalité nous rattrape face au désengagement de l'assurance maladie obligatoire et que c'est dommage que, comme vous l'aviez rappelé, les complémentaires santé ne soient pas présentes ici. On se demande bien pourquoi. Parce que c'est un acteur majeur pour tout le monde. Hein. Enfin, sauf en Suisse, il n'existe pas. Pardon ? Si, bien sûr. Ouais, mais enfin, non, si, ils existent, bien sûr. J'en parlerai tout à l'heure, absolument. Et vous, Christophe Le Gall, est-ce que pour vous, la Suisse, c'est le monde rêvé pour le pharmacien, angevin que vous êtes? Pas du tout, non. Non, pas du tout. Nous, on est sur un autre modèle social depuis maintenant 70 ans. Et c'est vrai que ce modèle social s'est créé après la guerre, ce modèle communiste. Et c'est vrai que ça permet de redistribuer effectivement des soins. On a tous des patients qui nous expliquent avant d'être malades que ça coûte cher. Et une fois qu'ils ont été malades, hospitalisés et que
s'ils avaient été aux États-Unis ou en Suisse, ils auraient été obligés de vendre leur maison. Ils sont très contents du système qui fonctionne en France. Donc, préservons ce système-là, donnons les moyens aux pharmaciens, aux professionnels de santé de faire leur travail. Mais on ne peut pas imaginer avoir envie d'un système comme il y a en Suisse aujourd'hui pour nous, les Français. Ce n'est pas la même culture, ni le même schéma social. Et Thierry? Alors moi je suis français, je travaille en Suisse, mais il faut savoir que les Suisses ne rêvent pas du tout d'un système à la française. Il faut le savoir. Pour eux, notre régime, c'est un régime qui a un déficit chronique. Or, pour les Suisses, un déficit, c'est juste impossible. Culture alémanique. Et c'est le frein à l'endettement, même au niveau du gouvernement. La prise en charge se dégrade. Donc c'est vrai que les principes fondateurs étaient effectivement tout à fait judicieux, mais voilà, vu de Suisse, notre régime n'a absolument aucun attrait, et même s'il est plus protecteur, mais encore une fois, ils ont intégré le fait de devoir participer eux-mêmes au coût. Et les différentes initiatives qu'on a essayé de mettre en place en Suisse, un régime à la française, c'est-à-dire une caisse maladie unique, ont toutes été rejetées. Alors, la majorité. Une fois qu'on a dit tout le mal que les uns et les autres pouvaient penser du système suisse et on s'est gargarisé du bien fondé de notre système français, il faut quand même reconnaître qu'en Suisse, vous êtes à la pointe de l'innovation. J'ai rappelé tout à l'heure les liens étroits qu'il y ait système qualité et pharma suisse. Et vous avez, si je ne m'abuse, comment dirais-je, mis en place une rémunération des pharmaciens selon comment dirais-je, ce qu'on appelle les RBP, je crois, hein, les bonnes pratiques. Non, pas les bonnes pratiques. Ça s'appelle la convention RBP, une rémunération basée sur les prestations. Donc c'était au début des années 2000, et c'est vrai que c'était vraiment un changement profond de philosophie. C'est-à-dire qu'en fait, notre association voulait absolument sortir de cette marge de distribution. On n'avait qu'une marge de distribution, donc marge égale distribution égale distributeur. Donc elle a essayé de mettre en avant le fait d'intégrer dans la rémunération des pharmaciens une part d'honoraires, honoraires liés à des prestations intellectuelles, de validation des traitements, de validation des médicaments, de manière à dire, voilà, nous ne sommes pas que des distributeurs, certes nous participons à l'approvisionnement du pays en médicaments, mais nous avons une valeur ajoutée, une valeur intellectuelle liée à nos compétences et à notre formation. Voilà. Alors concrètement, ça fonctionne comment, ces RBP ? Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais si vous voulez... Dans les grandes marges. Oui, c'est une convention qui a été négociée durement avec les associations d'assureurs maladie privée, donc voilà, c'est quand même pas facile. Et si vous voulez, il y a un point tarifaire qui est autour de 1 point, et chaque prestation qui fait partie de cette convention est indexée en fonction de ce point tarifaire. Alors, par exemple, pour chaque délivrance remise d'une ordonnance, vous avez systématiquement 4 points pour la validation des médicaments, c'est-à-dire à s'assurer que ce sont les bons médicaments pour la bonne pathologie, que les posologies sont correctes, donner des conseils aux patients, etc. etc. Donc ça, c'est 4 points, environ 4 francs. Et 3 points de validation des traitements. Là, c'est plus la tenue d'un dossier patient, comparé par rapport à ce qui a été pris avant, etc., etc. Donc voilà, vous avez systématiquement ce petit forfait, qui n'est pas énorme, mais ça fait quand même intellectuellement la différence qui est donnée aux pharmaciens pour chaque remise. Et qui est systématiquement payé par le patient. Qui est pris en charge, alors qui est, encore une fois, par rapport à sa quote-part, sa franchise, mais qui est pris en charge par le système. Ouais. Okay. Christophe Le Gall, en préparant cette table ronde, vous avez lâché le mot de la consultation pharmaceutique. C'est une revendication ancienne de l'UNPF, que je rappelle vous présidez également. Est-ce que finalement, ce n'est pas ça, la consultation pharmaceutique ? La consultation pharmaceutique, effectivement, est au programme depuis des années du pharmacien clinicien qu'on défend au sein de l'UNPF. Et c'est vrai qu'il faut mettre dans l'esprit du patient que le pharmacien peut faire une consultation et être rémunéré pour cette consultation. Alors peut-être que ce sera les mutuelles qui prendront en charge, peut-être que je pense que la CNAM réfléchira au bien fondé de rémunérer le pharmacien petit à petit. Et je remercie, je félicite OSIS et PHSQ du travail qui a été fait en Bretagne. Bon, je suis philistérien, donc ça tombe bien. Mais le travail qui a été fait, c'est faire tomber des digues petit à petit et permettre de montrer au pharmacien que toutes les compétences qu'il a
Parce que si on passe 6 ans à faire des études aussi intéressantes qu'on les a aujourd'hui, aussi structurées, c'est aussi pour mettre en valeur le travail du pharmacien à travers une consultation. Et on aimerait aussi qu'il y ait des outils modernes qui soient utilisés, puisque l'intelligence artificielle arrive dans tous les secteurs, donc il faudra bien l'accepter au niveau des pharmacies pour qu'on l'utilise et qu'on ait des outils qui nous permettent d'améliorer encore la relation qu'on a avec les patients. Et pour être complémentaire à ce que disait Marianne tout à l'heure, c'est que je pense que le patient, s'il a conscience de l'importance de la relation avec son pharmacien, du conseil et du produit qui lui est offert par rapport à une pathologie, il ira chercher de l'argent pour le faire. Même quand on n'a pas beaucoup de moyens, si les choses sont importantes pour vous et si elles sont essentielles, on cherche des ressources pour le faire. Et c'est un des angles sur lesquels le pharmacien doit se pencher pour être demain actif et continuer à être la sentinelle qu'on est depuis des années et qu'on a été mis en exergue pendant le Covid, où tous les pharmaciens ont fait un travail exceptionnel auprès de la population et qu'il faut encore souligner aujourd'hui, même si petit à petit les souvenirs s'éloignent. J'ai dit que c'était une revendication ancienne de l'UNPF. Vous avez même imaginé un niveau de cette consultation pharmaceutique et vous m'avez cité le chiffre de 14 €. Oui, c'est 14-15 € €. À quoi? Ça correspond au prix d'une consultation, sans trahir les secrets des négociations actuelles. C'est la base de la rémunération qu'on aurait à partir de la délivrance d'antibiotiques suite à des tests d'angine. Voilà, donc c'est une somme qui nous paraît raisonnable par rapport au temps passé et qui nous permettrait, on parlait tout à l'heure beaucoup de millefeuilles. La rémunération du pharmacien, c'est un millefeuille qu'il faut constituer au fur et à mesure et aller chercher une rémunération sur une consultation à 15 €. Ça permettra d'avoir sur une journée, sur un mois, des consultations qui enrichissent la relation avec nos patients. Ça n'est pas du tout lié au niveau de la consultation médicale et ça ne veut pas dire que si la consultation médicale passe à 30 €, pour autant que les syndicats de médecins l'acceptent, et c'est loin d'être gagné, vous verriez, vous, la consultation pharmaceutique passer à 17 € par exemple. J'ai beaucoup de respect pour les médecins parce que j'en ai plein la famille et on n'a pas à se comparer aux médecins. Aujourd'hui, on a un rôle de professionnel de santé, spécialiste de médicaments, et on doit apporter à la population et au secteur médical toutes les connaissances qu'on a. 15 €, ça paraît raisonnable par rapport au temps passé. On a parlé des bilans, on a fait beaucoup de bilans dans notre groupement, et l'idée c'est de dire qu'il faut que le bilan soit rémunéré, comme il est rémunéré à 60 € et après 30 €, l'idée c'est qu'il soit dans un temps imparti qui permette au temps pharmacien d'avoir gagné sa vie. Autrement, demain, on aura des pharmacies qui feront des bilans et qui n'auront pas assez d'argent pour avoir des médicaments dans leurs officines. Donc, c'est pas le sujet. C'est de dire on doit, dans un temps imparti, gagner notre vie. Donc, une consultation à 15 €, si ça correspond à 10 minutes de temps passé, c'est très, très bien. Thierry Filbert a rappelé que les Suisses n'enviaient pas notre système parce qu'on était en déficit chronique. Donc, j'imagine que l'assurance maladie obligatoire n'aura pas forcément les moyens de prendre en charge cette consultation pharmaceutique. Est-ce que, selon vous, ce serait aux complémentaires de les prendre en charge? Je pense que l'assurance maladie, elle sera capable de la prendre en charge parce que ça ne sera jamais des sommes colossales. On a tous en tête les sommes que représente aujourd'hui la partie du médicament sur l'assurance maladie. Je pense que l'assurance maladie doit être capable de mettre en valeur le métier de pharmacien. Si c'est les mutuelles, ça sera une bonne chose également parce que ça répartira les besoins. Mais l'assurance maladie doit être capable de prendre en charge le travail du pharmacien dans son officine avec la délivrance et la consultation pharmaceutique. Votre point de vue, Marianne Lambert, là-dessus? Mais le patient, l'important pour lui, c'est qu'il ait un accès aux soins proches et rapides et de qualité. C'est les seuls critères. Et ce qui me semble important, c'est de ne pas confondre la consultation médicale et la consultation pharmaceutique. Il n'est pas question que la consultation pharmaceutique se substitue à la consultation médicale, parce que bon courage pour vous battre avec les médecins. Donc, je pense qu'il faut... Je crois qu'ils n'en ont pas envie. Il faut plus jamais... Enfin, il faut sortir du raisonnement des délégations de compétences, des délégations de tâches. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai soutenu toute la notion de coordination entre professionnels pour éviter cet écueil insurmontable qui est non, ça c'est mon domaine réservé, ça c'est mon domaine réservé. Ce que je disais tout à l'heure, pour le patient, l'essentiel c'est ça. C'est l'accès à un soin proche, rapide et de qualité. Et j'ai été très sensible tout à l'heure à la notion de prescription
hospitalière, enfin prescription médicale pour la première consultation dans le cadre des expérimentations de l'article 51 en matière d'oncologie, etc., etc. Parce que ça, c'est aussi la façon de donner l'habitude aux patients d'avoir ce rapport-là avec son pharmacien d'officine, ce qui n'est pas encore rentré systématiquement dans les mœurs, même si en pratique, j'imagine qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui ont une très bonne connaissance individuelle de chacun de leurs patients. Donc voilà, j'allais dire pour le patient, que ça soit son médecin, et on sait combien le rôle du médecin traitant aujourd'hui n'est plus ce qu'il était il y a 30 ans. La longueur des consultations s'étant nettement effacée, l'important pour lui, c'est qu'il ait la prise en charge de qualité, rapide et proche. Thierry Philibert, on a évoqué tout à l'heure la rémunération basée sur les prestations. Il me semble qu'en Suisse, vous avez également eu la loi sur les produits thérapeutiques. LPTH, c'est comme ça qu'on dit chez vous ? Enfin, elle existe depuis longtemps. Elle a été révisée après aussi un travail de longue haleine depuis 10 ans. En fait, 2 lois impactaient l'exercice des pharmaciens. La loi sur les produits thérapeutiques, mais aussi la loi sur les professions médicales. Je vais commencer par celle-ci. 2018, je crois, voilà. C'est ça ? Les professions médicales, nous, les pharmaciens font partie des professions médicales au même titre que les médecins, les vétérinaires, les dentistes et aussi les chiropracteurs, donc l'équivalent des kinés en Suisse. Par contre, les infirmières n'en font pas partie et tous les autres professionnels de santé non plus. Cette loi régit un petit peu les champs d'activité, les missions des différentes professions médicales, leurs compétences, leurs obligations. Et c'est vrai Pharmacius a réussi à la modifier pour qu'on puisse intégrer dans cette loi les nouveaux champs de compétences des pharmaciens, et notamment en matière de prévention, donc intégrer le fait qu'ils pouvaient vacciner, notamment en termes de soins de premier recours, que les pharmaciens pouvaient prendre en charge directement les maladies les plus fréquentes. On avait à l'époque l'expérience Netcare qui nous permettait de défendre cette position. Dans cette loi aussi, on a pu faire passer des modifications des études de pharmacie pour que les futurs étudiants en pharmacie qui maintenant arrivent sur le marché puissent justement apprendre dès leurs études à vacciner, à faire des prélèvements sanguins, à faire de l'anamnèse. Alors que pendant tout cet intervalle, il fallait faire des formations complémentaires pour acquérir ces compétences. Donc maintenant, ça y est, les générations qui arrivent ont cette possibilité de faire du triage, de l'anamnèse, de la vaccination, du prélèvement sanguin. Et ça, c'est une énorme avancée. Le deuxième volet, c'est cette loi sur les produits thérapeutiques qui a autorisé les pharmaciens à vendre des médicaments qui jusque-là étaient uniquement vendus sur ordonnance. Donc ça permettait à ces pharmaciens qui avaient cette compétence de faire du soin de premier recours, d'avoir aussi la possibilité, dans un certain nombre de cas très précis, très encadrés, en concertation avec les médecins, de remettre des médicaments qui étaient jusque-là sur ordonnance. Ça, c'est les 2 volets. Il y a un 3e volet, malheureusement, pour transformer l'essai, c'est celui de la rémunération. Parce que ça, c'est bien beau, effectivement, ces avancées, mais nous sommes encore bloqués en Suisse par rapport à la rémunération, puisqu'en fait, la loi sur l'assurance maladie que nous essayons de faire changer prévoit une rémunération des pharmaciens que s'il remet un médicament prescrit. Donc, toutes ces nouvelles missions, pour l'instant, nous sommes bloqués au niveau de la rémunération, puisque la MAL, donc la loi sur l'assurance maladie, ne prévoit pas que les pharmaciens puissent être rémunérés autrement que par le fait de remettre un médicament. Mais ça, c'est dans concrètement, le cadre... ça se traduit comment alors ? C'est-à-dire que l'acte de vaccination, c'est pas possible. On peut pas être rémunéré par le régime d'assurance maladie, etc. Donc, il y a l'autre possibilité, c'est de négocier dans le cadre de la convention tarifaire avec les assureurs maladie, où là, on a des actes qui peuvent être, des prestations qui peuvent être remboursées, mais c'est extrêmement difficile, Donc, voilà, notre association travaille pour faire changer les choses de manière à ce que un pharmacien, voilà, qui puisse vacciner, puisse être remboursé au même titre qu'un médecin dans le cadre de l'assurance de base. Et alors, ça a du mal à évoluer. Pourquoi ? Parce qu'en Suisse également, il y a une vision médico-centrée. Je sais que la question ne vous plaît pas en tant que telle, mais est-ce qu'on peut dire que le pouvoir médical en Suisse fait également qu'un certain nombre de missions sont accaparées par le corps médical alors que ça pourrait être ouvert vers d'autres ? Non, en fait, on doit faire face à un lobby très très puissant des assureurs maladie qui veulent absolument pas ouvrir
les possibilités à d'autres professionnels de santé que les médecins, voilà, la possibilité de faire des prestations qui soient facturées par l'AOS. Christophe Le Gall, est-ce que vous partagez cette vision également de la rétention d'un certain nombre, je sais que vous avez médecin dans votre famille, donc vous avez peut-être pas le mieux placé, mais cette rétention d'un certain nombre de missions par le corps médical français qu'on dénonce souvent en raison de l'omniprésence des médecins à l'Assemblée nationale? Alors, ça dépend des régions, je pense. Ça dépend des parcours professionnels des médecins. Ça dépend de plein de choses. J'ai le sentiment que chacun a ses prérequis et veut se les protéger. L'interprofessionnalité permet aujourd'hui quand même de mieux se connaître et de s'apprécier et de répartir les tâches de chacun. Donc petit à petit, la nouvelle génération des médecins et des pharmaciens arrive à travailler ensemble sur le parcours patient. Et c'est pour le bien du parcours patient, c'est une belle chose. Et je pense que ça va évoluer dans le bon sens. Comme ça, on aura des interprofessionnalités qui facilitera, parce que le patient, entre deux consultations, il est un petit peu laissé dans la nature. Il est abreuvé d'informations par Internet. Et la pharmacie est une sentinelle et un point d'ancrage important pour lui pour venir dans la pharmacie. Donc il faut qu'à nous de nous mettre en valeur, de mettre en valeur le travail qu'on fait, les connaissances qu'on a au quotidien, de ne pas louper les opportunités de le faire. Comme je le disais tout à l'heure, si on donne pas l'opportunité aux préparateurs ou aux pharmaciens d'exprimer quelque chose sur un problème de santé du patient, on loupe cette opportunité de devenir important et de continuer à jouer notre rôle. Parce que on est d'accord que la logistique aujourd'hui des produits est simplifiée avec beaucoup d'acteurs qui nous font peur dans la santé, qui faciliterait le parcours de patient du patient pour son accès aux soins. Et on doit enrichir de valeur ajoutée tous nos actes pour rester indispensable dans ce parcours de soins. Marie-Luc Lambert, Christophe vient de rappeler l'intérêt du parcours de soins. Vous avez très attaché vous-même à l'intérêt de l'interprofessionnalité. On a vu ce matin avec OSIS qu'il y avait cette notion de triage avec transfert d'informations, reporting, si j'ose dire cet anglicisme, auprès des médecins, auprès de l'hôpital. Est-ce que finalement la solution, elle est là pour vous, pour une meilleure prise en charge du patient, à charge à chacun de trouver après le juste niveau de rémunération? Alors pour moi, il n'y a plus de choix. Hein. Le choix, il est dans la coordination, c'est le parcours du patient et c'est l'interprofessionnalité. C'est ce que l'avocate expliquait ce matin. Notre système de santé, il évoluera comme ça. Et les récalcitrants d'aujourd'hui vont se retrouver tout seuls demain. C'est fondamental. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a 20 ans, on a commencé par parler de délégation de tâches et de délégation de compétences, sans mesurer en fait les effets induits qui ont été le fait que chaque corps professionnel s'est cabré sur son propre secteur et non, c'est mon précaré. C'est aussi, je pense, la modification de la présentation des choses. Il y a le changement de génération, bien sûr, mais il y a eu quand même une levée beaucoup moindre de boucliers de la part des médecins d'aujourd'hui, avec la notion d'interprofessionnalité, de coopération. On apprend à se connaître, on apprend à travailler ensemble, et je pense que chacun est conscient de l'apport qu'il en retire aussi d'une telle coopération. Donc je crois vraiment fondamentalement à ce que l'interprofessionnalité se développe un maximum. Et alors, est-ce que cette interprofessionnalité, elle n'a pas un avenir plus fort dans ce qu'on appelle le care par rapport au cure, pardon pour l'anglicisme, mais en fait par le développement de la prévention? Est-ce que c'est pas là la place centrale que le joue le pharmacien? Mais c'est exactement la place centrale, comme nous on se bat depuis 25 ans pour que le patient soit au cœur de son parcours de santé. C'est le même raisonnement. Et tout à l'heure, vous m'avez heurté. Pardon. Une seule fois? Non, quand vous vous êtes interrogé sur le fait que le problème des CTS, c'est qu'il y avait trop d'usagers. Moi vous aviez interrogé votre interlocuteur sur ce fait-là. C'est la même chose. Je pense que travailler ensemble, les médicaux, les paramédicaux et les patients. Alors, les patients, quand ils co-construisent les projets, et le patient individuellement, vous avez tous vérifié que un patient qui a eu une éducation thérapeutique et qui adhère à son traitement, il est évidemment observant. Donc, tout ça va dans le même esprit. Oui, mais alors, derrière tout ça, il y a une question fondamentale. Qui doit payer? Ah,
Comme je vous l'ai dit, je ne peux pas répondre à la question est-ce que les patients sont prêts à payer. C'est pas ce que j'ai dit. Je dis qui doit payer, moi. Qui doit payer. J'entends et je considère qu'effectivement, l'assurance maladie obligatoire pourrait payer dans la mesure où, quand on voit le pré-triage et l'importance de ce pré-triage en premier recours, elle y retrouvera. Et donc voilà. Après, on sait que les complémentaires, et je pense que les complémentaires qui là sont absentes aujourd'hui, mais qui investissent beaucoup sur la prévention, parce que c'est aussi pour eux un argument de vente dans la... Oui, donc disent que c'est un bon coup de com' à chaque fois. Dans le domaine concurrentiel, je pense que c'est des financements en matière de care, c'est des financements tout à fait potentiels pour ça. Thierry, vous vouliez réagir tout à l'heure. Oui, juste un petit éclairage helvétique sur l'interprofessionnalité. Alors, en Suisse, il y a une particularité qui affecte beaucoup les pharmaciens. Dans tous les cantons alémaniques de langue allemande, les médecins sont pro-pharmaciens. C'est-à-dire qu'en fait, ils peuvent, au terme de leur consultation, remettre des médicaments. Et dans ces régions-là, forcément, la densité de pharmacie est beaucoup plus faible. En Suisse romande, ce n'est pas possible. Et donc l'interprofessionnalité est beaucoup plus facile. Et vous le disiez tout à l'heure, PharmaSuisse, c'est vrai, a été très pionnière dans un certain nombre de domaines, et notamment a lancé ce qu'on appelle des cercles de qualité médecins-pharmaciens, où un pharmacien d'officine propose aux médecins généralistes qui l'entourent de créer un cercle de qualité pour discuter ensemble des pratiques de prescription au niveau des grandes classes. Donc ce sont des cours. Le pharmacien dispense une formation aux médecins. Il faut bien avoir ça en tête. Et ils discutent ensemble pour mettre en place des directives par rapport à telle pathologie, quelles sont les meilleures alternatives, attention à ne pas se faire enfumer par les nouvelles sorties des laboratoires, etc., etc. Et ça donne de très très bons résultats, à la fois en termes d'économie, mais aussi en termes de relations de confiance entre les médecins et les pharmaciens. À tel point que quand les médecins, les pharmaciens ont pu vacciner contre le Covid, il y a eu quand même des levées de boucliers beaucoup plus fortes du côté de la Suisse alémanique que de la Suisse romande. Donc c'est un point très important de mettre en place des systèmes où on peut vraiment travailler comme des pairs. J'ai oublié de rappeler, mais là vous allez peut-être me confirmer les chiffres, qu'il y avait en Suisse, je crois, 1800 pharmacies, c'est ça? Oui, pour 9 millions d'habitants? Absolument. Donc, ça correspond à une densité de 21 pharmacies pour 100 000 habitants. Donc c'est pas très très élevé. Christophe Le Gall, ça vous inspire quoi tout ça? Rien. Qu'on est bien en France. Je pense qu'il y a des modèles en Suisse qui sont intéressants et qui peuvent nous inspirer effectivement pour rééquilibrer certains déséquilibres de notre système de santé. Maintenant, c'est aux pharmaciens de jouer sa partie aujourd'hui. Pour, comme je disais tout à l'heure, maintenant qu'il y a beaucoup de groupements, demander à ces groupements de s'occuper tout du back-office et de libérer du temps pharmacien pour s'occuper de ses patients et simplifier le parcours du patient. Je pense que la clé aujourd'hui, et par rapport à ce qui se passait il y a 15-20 ans, c'est que le pharmacien soit vraiment au comptoir avec ses équipes pour que demain, il arrive à transformer le changement qui est essentiel dans la pratique professionnelle pour que demain, on existe encore dans le monde qui est en train de se construire. C'est un combat qu'il faut mener. Tous les métiers ont ces combats à mener. Les journalistes ont eu ces problèmes-là à mener depuis 20 ans. Votre métier a changé, a évolué. Il n'est pas moins intéressant, il est différent. Et il continue. Et il continue d'évoluer. Nous, en tant que pharmacien, il faut qu'on sache que le métier évolue. Il y a des outils qu'on peut utiliser et qu'il ne faut pas rester sur des acquis. Il faut continuer à avancer pour défendre notre métier et le rendre de plus en plus attractif. Justement, Thierry, dans le cadre de ces évolutions, je crois que votre présidente aujourd'hui est en pleine négociation avec les caisses privées. Est-ce qu'on peut imaginer que de nouvelles prestations pourraient être négociées avec ces caisses privées? Je pense à la prise en charge de patients chroniques, je pense au suivi de certains risques. C'est des choses qui n'existaient pas encore, qui ne sont pas encore définies clairement en termes de rémunération, ou ça l'est déjà chez vous? Alors, juste une petite aparté, on peut faire de la presse gratuite, mais on ne peut pas faire de pharmacie gratuite. On ne peut pas faire de presse gratuite non plus. Regardez ce qui est devenu 20 minutes et le niveau de l'information. Mais ça, c'est un autre sujet. Oui, mais c'est quand même de la presse gratuite. Par rapport à la situation, suisse, nous sommes en pleine négociation avec les assureurs maladie pour intégrer dans la future convention RBP5
donc rémunération basée sur les prestations, 5e édition. Ces nouvelles prestations, mais les assureurs, pour l'instant, font un blocage, notamment il y a 2 grandes associations, il y en a une qui en fait, nous demande systématiquement, avant même de commencer de négocier, un rabais. Voilà, donc c'est extrêmement difficile. Donc pour l'instant, non, on ne peut pas intégrer dans la future convention ces nouvelles prestations qu'on essaye de lancer en ce moment. Et je me suis laissé dire également que dans les négociations, où il y avait systématiquement une approche médico-pharmaco-économique, c'est juste ? Absolument. Alors, pour pouvoir demander une prise en charge d'une future prestation, nous devons lancer un projet pilote et mener en parallèle une étude pharmaco-économique très robuste avec des critères efficacité, approprié, donc efficace, approprié et économique. Et je peux vous dire que tout ça pour que nous puissions, nous pharmaciens, prouver à ces chers assureurs en maladie que le pharmacien a une valeur ajoutée. Mais c'est assez difficile en termes scientifiques à montrer, hein, qu'un pharmacien qui suit un patient chronique va lui permettre d'être plus observant, donc ne fera moins de réhospitalisation, etc., etc. Donc c'est vrai qu'on a face à nous des assureurs qui sont très durs en affaires, alors que dans d'autres pays européens, ces mêmes prestations ont été acceptées sans avoir à passer par les fourches codines pour montrer qu'on avait une valeur ajoutée. Parce qu'il y a quand même, au niveau international, beaucoup de publications qui montrent, qui prouvent que l'intervention des pharmaciens sur des populations de malades, hypertendus, etc., a un impact à la fois sur la santé des patients qui est meilleur et aussi sur les coûts de la santé. Votre ancien président Dominique Jordan, d'ailleurs, l'avait clairement démontré de par ses fonctions au sein de la FIP, mais sans forcément le succès escompté. Tout à fait, oui. Le Suisse est dur en négociation. Absolument. Y a-t-il des questions? Alors, Madame la Présidente, j'ai perdu mon deuxième micro. J'ai une question pour Thierry Philbé. Vous avez dit que c'était difficile de négocier avec les assurances privées, mais moi je me suis laissé dire qu'il y avait quand même des services, des choses que les pharmaciens font payer aux patients clients qui rentrent dans les officines, qui demandent, hein, c'est un service qui est fourni, qui doit apporter quelque chose aux patients puisqu'il est prêt à le payer. Moi j'aimerais que vous nous donniez un exemple, si vous en avez un en tête, et que vous nous disiez sur quelles conditions il est autorisé de faire payer ce service dans la pharmacie. Alors, je ne parle pas de produits, hein, je parle de services. Et j'ai fait passer tout à l'heure la slide de l'avenant 2018 qui autorise en France à mettre en place des services dans l'intérêt du patient et à les faire payer. Mais on a parlé tout à l'heure de l'importance de l'expertise du pharmacien. Est-ce qu'il y a cette même exigence en Suisse d'expertise avant de mettre en place un service? Alors, en fait, quand je parlais de la difficulté de négocier, c'était dans le cadre de l'assurance de base, c'est-à-dire que les prestations des pharmaciens puissent être prises en charge par l'assurance maladie. En revanche, il y a un peu plus de flexibilité, de possibilités dans le cadre de l'assurance complémentaire, puisque depuis quelques années, et grâce à Netcare, les pharmaciens proposent la consultation en pharmacie. Donc en fait, c'est un triage, une anamnèse et ensuite une proposition de traitement si besoin. On a réussi, certains assureurs complémentaires ont accepté, dans le cadre de modèles d'assurance complémentaire, de prendre en charge une partie des frais de conseil. C'est le cas récemment de la compagnie AXA, c'est pas énorme, mais qui va rembourser jusqu'à 100 francs par an pour des frais de conseil dans le cadre d'une consultation avec un triage, des algorithmes, etc. etc. Donc, ça montre quand même que ces assureurs reconnaissent l'intérêt de passer d'abord par les pharmacies.
britanniques parlent de pharmacy first. Donc oui, il y a un intérêt parce qu'il y a une pénurie de médecins, parce qu'il est de plus en plus difficile d'avoir des rendez-vous, parce que les urgences sont saturées. D'ailleurs, en Suisse, on réfléchit à taxer à hauteur de 50 francs les patients qui se présentent aux urgences, alors que leur cas ne justifie pas un passage aux urgences. Donc oui, il y a des possibilités, mais c'est la Suisse. Hein, donc il y a des possibilités, ça montre quand même que... Est-ce que vous avez un exemple des situations pour lesquelles ils payent dans les pharmacies ? Par exemple, oui, une patiente qui souffre d'une cystite se rend dans une pharmacie et le pharmacien ou la pharmacienne va la recevoir dans une salle de consultation à part et faire ensuite un questionnaire assez rapide et pouvoir lui demander un honoraire. Ceci dit, on a un énorme problème, et c'est pas propre à la Suisse, mais à assumer nos nouvelles fonctions, nos nouvelles responsabilités, et à demander un honoraire pour une prestation. C'est vrai qu'il y a encore en Suisse un énorme travail de coaching sur la confiance en soi, pour que des pharmaciens, comme le disait Christophe tout à l'heure, on ne fait pas de la médecine, on ne fait pas de la consultation. En revanche, on fait une vraie prestation. On est disponible 24/24, on est ouvert sans rendez-vous, on reçoit, on a des compétences, et donc on offre un service. Netcare, c'est à peu près 90% des personnes qui sont passées par une pharmacie Netcare étaient satisfaites de la prestation. Donc ça a un coût, c'est du temps, mais il faut absolument qu'on gagne en confiance, qu'on puisse sans aucune gêne, dire, je vous facture tant. Ah oui, parler d'argent dans notre métier, c'est parfois effectivement compliqué, mais c'est un effort à faire effectivement pour justifier de prise de confiance et surtout avoir confiance dans les compétences qu'on a aujourd'hui et du service qu'on rend à la société. Donc, à mon avis, il va falloir faire des cours à la fac, mais il faut passer cette étape-là absolument. Alors, je me lève de nouveau, puisqu'on m'en a demandé. Donc, Jean-Michel Brozowski. Parce que tu es grand, Jean-Michel. De nouveau. Eh bien, je suis grand, oui, c'est vrai. Donc, je suis visible. Christophe, tu me connais bien. Donc, oui, alors, juste une petite chose. J'avais l'impression que j'étais dans un colloque de la SNCF, parce qu'on me parlait de triage. Le terme orientation me semble un tout petit peu plus humain. D'autre part, il y a trois choses que je constate, et le CVAO a beaucoup travaillé là-dessus, c'est on avait le médicament et la dispensation du médicament, pas la dispensation, que j'entends trop, la dispensation du médicament. On a ouvert vers l'accompagnement du patient, puisqu'on a considéré qu'il y avait un accompagnement avec des entretiens, des bilans, donc c'est une deuxième phase. Et je pense qu'on a un peu oublié la première phase, qui est le premier recours, sur lequel il y a un vrai travail à faire, et surtout cette notion de détection et d'orientation. Avec cette orientation et la science de l'orientation, alors il y a Netcare, j'en suis très satisfait, je ne suis pas helvète, mais je me dis que c'est un beau début. Et il y a beaucoup à travailler là-dessus et à déterminer vraiment ce qui fait foi, ce qui est pertinent pour un pharmacien de comprendre. Par exemple, le comportement du patient, l'inquiétude du patient me semble un élément extrêmement important. Alors, moi j'ai une question sur le dépistage et sur la détection. Et je pense plutôt aux personnes âgées. Et un sujet dont j'entends peu parler et que j'essaie de mettre en avant, c'est la dysphagie, les troubles de déglutition. Le pharmacien est en plein par rapport à ça, parce que le patient il doit avaler des comprimés. Et s'il a des problèmes de dysphagie, il va se passer plein de choses derrière, et donc il y a un élément d'intégration dans un parcours de soins. Est-ce que la patiente que nous avons en face de nous pourrait nous expliquer si, par exemple, ça serait une bonne voie, puisque derrière, il peut y avoir des pertes de poids, il peut y avoir plein d'éléments, et on va intégrer, à partir de cet élément peut-être assez faible, on va intégrer beaucoup de choses derrière et avoir un pas. Je sais qu'il commence à s'énerver. Merci Jean-Michel. Mesdames, messieurs. Si c'est moi qui vous avez interrogé, je ne suis pas certaine d'être capable de répondre. Je pense que tout ce qui peut faciliter la compréhension
du patient. Et donc, sur la dysphagie, on peut lui poser des questions. Ça va avec ce qu'on disait depuis tout à l'heure. C'est l'entretien, c'est aller au-delà de la seule dispensation du médicament. C'est effectivement essayer de comprendre et quelque part aussi de lui apprendre à détecter ce dont il n'est pas forcément conscient de souffrir. Donc c'est vrai que ça passe par l'entretien et on en revient au temps, à la rémunération du temps consacré, au lien de confiance. Mais bien sûr. Et quand on voit aujourd'hui le peu de temps qu'un généraliste a souvent à consacrer à son patient, et bien tout élément complémentaire et tout tiers que peut représenter le pharmacien pour une prise en charge plus détaillée est la bienvenue. Je voulais juste, au-delà de votre question, intervenir tout à l'heure, parce que j'ai dit que les complémentaires santé pouvaient être des financeurs, comme l'exemple suisse le montre bien. Vous n'arrivez pas à négocier avec l'assurance, le tronc commun de l'assurance maladie, mais c'est plus facile que les complémentaires. Je voudrais toujours rappeler la réserve, c'est que offrir trop de services rémunérés seulement, remboursés seulement par les complémentaires santé, c'est quand même rentrer dans la médecine à deux vitesses, parce que vous en privez tous ceux qui ne sont pas bénéficiaires de complémentaires santé. Donc, c'est évidemment une source de financement, mais il ne faut pas que ça soit exclusif. Christophe, une réaction? Juste... Vas-y. Non, je t'en prie. Non, par rapport aux pistes, parce que tu parles, oui, des patients qui souffrent de dysphagie. Bon, pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour en Suisse, mais nous, on travaille sur la consultation en pharmacie. Il faut vraiment l'ancrer. Il faut que ce soit pensé comme out of the pocket. Pour l'instant, on n'a pas d'autre choix. L'assurance maladie de base ne la prendra pas en charge. Ça correspond à des populations jeunes qui ont des franchisés élevés. Il y a quand même qui n'ont pas de médecin de famille, donc il y a du potentiel. Encore une fois, avec une confiance, avec des compétences, etc. L'autre axe, c'est vraiment l'accompagnement des patients chroniques. Vous le savez tous, il y a un énorme problème au niveau de l'observance. Il y a à peu près, disons à la louche, la moitié des patients chroniques qui ne suivent plus leur traitement correctement, soit par lassitude, enfin il y a beaucoup de raisons qui l'expliquent. Donc là, les pharmaciens, je pense, ont un rôle primordial à jouer avec un impact considérable sur la santé de ces patients et encore une fois aussi sur les coûts de la santé. Donc nous, on travaille en Suisse sur un projet pilote qui s'appelle MyCare Start. Donc chaque patient chronique à qui on va prescrire un nouveau médicament va être accompagné pendant un mois avec 2 entretiens qui vont permettre de s'assurer que le patient prend bien son traitement, qu'il n'a pas de problème d'effets indésirables, etc., etc. Et c'est une fusée à plusieurs étages. La deuxième sera MyCare Support, donc la même chose, mais pour des maladies chroniques identifiées, hypertendues, asthmatiques, etc. Le 3e étage sera MyCare Safety, pas tout de suite, où là, on va notamment travailler sur la sortie d'hôpital, qui est vraiment un gros problème chez nous en termes de santé publique. Il y a beaucoup de réhospitalisation, beaucoup d'erreurs de traitement, et donc il faut absolument mettre en place une interface entre l'hôpital et la ville, et notamment les pharmaciens, eux, peuvent jouer un rôle très important. 3e volet, je m'arrête, c'est la déprescription. Là aussi, on a un rôle à jouer. On a mis en place un projet dans les EHPAD pour pouvoir réduire les médicaments inappropriés. Il y en a beaucoup. Donc ça passe par des cercles de qualité médecins-pharmaciens et par des revues de médication. Donc c'est un projet très très ambitieux. Pour l'instant circonscrit aux EHPAD, mais à terme qui pourrait aussi basculer en ville. Donc voilà un peu sur quoi on travaille. La consultation en pharmacie pour désengorger les médecins, les pénuries et les services d'urgence, le support des patients chroniques et la déprescription. Voilà. On le fait en France aussi. On fait déjà avec les bilans. La question de Jean-Michel m'a fait penser à ce que je disais tout à l'heure sur les nouveaux outils qu'on va avoir pour permettre, parce que quand un patient rentre dans la pharmacie et qu'il se rapproche d'un professionnel de santé, d'un pharmacien, d'un préparateur, on se rend compte que la moitié du temps est pris par l'administratif, avec l'enregistrement de la carte vitale, la vérification des droits, l'enregistrement de la mutuelle. Et ce temps-là, il est souvent, enfin, dans notre groupement, il est utilisé pour faire connaissance avec la personne. Vous savez qu'un numéro de sécurité sociale, il y a plein de choses dedans.
Non seulement il y a la date de naissance, ce qui vous permet de savoir si la personne a fait plus que son âge ou moins que son âge, ce qui vous permet d'avoir une analyse de la santé qu'elle a, et de la région d'où elle vient. Si elle est étrangère, il y a des numéros qui correspondent. Et c'est vrai que on est un peu le speed dating de la santé. En quelques secondes, on doit être capable de comprendre la personne quand on est face à nous pour lui rendre le service dont elle a besoin et qu'elle ne connaît pas encore parfois. Donc il y a tout un temps sur lequel on peut travailler pendant l'administratif pour essayer de comprendre la personne qui est en face de nous. Alors qu'est-ce qui va se passer quand les gens arriveront avec leur téléphone, que leur carte sera enregistrée sur le téléphone et qu'immédiatement l'information sera bonne? Il faudra être suffisamment rapide et avoir suffisamment la gestion des informations pour continuer à faire connaissance à la personne et analyser entre l'ordonnance et la posture qu'elle a et la situation de santé qu'elle nous inspire pour avoir le bon comportement. Donc, beaucoup de travail à faire pour améliorer notre prise en charge des patients. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Lisa Da Silva, je suis la présidente de l'ANEF, donc l'Association nationale des étudiants en pharmacie de France. J'aurais deux questions, peut-être la première pour Monsieur Le Gall et la deuxième pour Madame Lambert, et au pire, si Monsieur Filbert veut donner plus un aspect suisse, ça sera avec plaisir. La première, vu que la table ronde parle un peu des champs des possibles, du coup là, ça serait plus pour Monsieur Le Gall. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a une possibilité que les pharmaciens deviennent experts de certaines missions, s'orientent plus, qu'on ait des pharmacies orientées vers certains entretiens, orientées vers certaines missions, vu qu'aujourd'hui on a une expansion de ces missions-là. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Et est-ce que c'est une possibilité qui risque de venir suivant les appétences de chaque équipe officinale? Et la deuxième question, elle sera du coup plus pour Madame Lambert sur la prévention. Est-ce qu'aujourd'hui, on ressent chez les patients des besoins, notamment de certaines préventions? Est-ce qu'il y a des envies au niveau des pharmaciens qui puissent en fait acquérir, on peut dire, des compétences nouvelles pour certaines préventions, mais plus des préventions plus tertiaires ou secondaires, mais vraiment la prévention primaire, parce qu'aujourd'hui, le soin, c'est une finalité, et on sait qu'on a des belles et des grosses cartes à jouer sur de la prévention. Donc, quels sont les horizons à explorer pour le pharmacien dans cette thématique-là? Merci. Alors, pour répondre à la question, c'est exactement ce qu'on disait hier soir, puisqu'on était avec les différents syndicats, c'est qu'aujourd'hui, il existe plusieurs pharmacies, et elles existent déjà aujourd'hui. Il existe des pharmacies qui font plus de parapharmacie, d'autres qui sont rurales, qui ont moins de parapharmacie. Il y a des pharmacies qui sont spécialisées dans les EHPAD, d'autres spécialisées dans les préparations. La pharmacie aujourd'hui, c'est pas la pharmacie, c'est les pharmacies. Et effectivement, petit à petit, il y aura des appétences des titulaires sur certains domaines en fonction de la population qu'il a en charge. Et il y aura des spécificités parce qu'on n'échappera pas à la spécialisation des prises en charge, parce qu'on ne prend pas en charge de la même façon quelqu'un qui a un traitement lourd à l'ICO, comme notamment Angers, anticancéreux, que quelqu'un qui a de la tension et comme quelqu'un qui a des problèmes de stress. Donc les prises en charge, petit à petit, à mon avis, tu as raison, seront prises en charge par des spécialistes dans les officines en fonction de l'appétence du titulaire. Et les patients s'orienteront en fonction, et c'est là où on aura besoin de pouvoir communiquer vers les pharmacies qui sont spécialisées, qui correspondront à leurs besoins. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais... Madame Lambert, je crois que vous étiez la deuxième personne interpellée. Oui. Sur la... Pardon. Oui. Mais écoutez, sur la prévention primaire, bien sûr, parce que la prévention primaire, c'est l'éducation à la santé, c'est de la communication, c'est de l'information, et j'ai trouvé que l'exemple que tu citais tout à l'heure du patient qui arrive et qui a mal à la gorge et qui sent la fumée, c'est aussi savoir saisir l'occasion d'une prise de médicaments particuliers pour élargir la question à la prévention. J'allais dire que c'est comme la prose, on fait de la prévention sans le savoir. En tout cas, pour le patient, il ne se rend pas compte, mais c'est ça, c'est du quotidien, la prévention, du côté du pharmacien. Y a-t-il une dernière question? Alors c'est moi qui vais la poser. Je vois qu'on a la chance d'avoir au fond de la salle le président de Fédergie, Alain Groslo,
J'ai dit en introduction, Alain, que les complémentaires manquaient d'intérêt pour la santé, faute d'avoir un nombre suffisant de pharmaciens avec qui négocier et d'avoir une représentativité nationale sur l'ensemble du territoire, en tout cas homogène. Derrière ça, ma question est toute simple. Est-ce que Fédergie, le syndicat des groupements pour ceux qui ne sauraient pas, a lié langue avec les complémentaires? Et sinon, pourquoi? Et si oui, ça devrait déboucher sur quelque chose quand? Oui, bonjour à tous. Alors c'est un sujet qui est ancien puisqu'on l'a dénommé le parcours de soins. Et effectivement, comment effectivement faire prendre en charge des soins, de l'OTC, de la prévention maintenant, dans le cadre, je dirais, hors conventionnel, puisque effectivement, c'est pas pris en charge. La difficulté, effectivement, c'est un peu le serpent de mer qui revient. Il y a eu des expériences santé claire, il y a eu des expériences médicaux aux États-Unis, mais souvent la difficulté patente, c'est que celui qui est le payeur, la mutuelle en l'occurrence, va vouloir nous imposer le prix, va nous imposer le produit. Et ça, bien évidemment, la pharmacie n'en veut pas. Par contre, je pense qu'effectivement, dans une bataille et dans le champ des possibles, les mutuelles aujourd'hui ont du grain à moudre. Depuis qu'effectivement on leur a imposé le reste à charge zéro dans l'optique et le dentaire, il faut trouver des solutions pour capter des clients, des patients comme nous. Et aujourd'hui, c'est une des idées qui revient, mais à certaines conditions. Et comme je vous l'ai dit, le parcours de soins, on doit le maîtriser, parce que c'est une tentative dans tous les domaines. Hein. On veut s'occuper des patients, on veut s'occuper de la pharmacie, et on veut tout nous apporter sur un plateau. Et hier, dans un autre domaine, je disais, on doit prendre notre destin en main. C'est à nous à décider de ce que l'on veut faire. Pour répondre à la deuxième partie de votre question, on n'a pas dealé avec les mutuelles, on a lancé des discussions il y a plusieurs années, on les a stoppées, et aujourd'hui, ça fera partie des suggestions possibles dans l'avenir. Mais encore une fois, nous devrons prendre notre destin en main et pas le laisser aux autres. Et si on devait aller vers des prises en charge de produits hors conventionnels, de services hors conventionnels, on devra le faire selon le schéma souhaité par la pharmacie. Merci beaucoup, Alain. Je pense qu'on peut également remercier... Ah, non, Christophe. Juste une dernière chose pour l'actualité. Vous êtes tous au courant qu'il y a un mouvement de grève qui a été initié pour le 30 mai. Je vous engage à le soutenir, non seulement pour l'aspect économique de la convention qui aujourd'hui est négociée, mais aussi pour le parcours de soins qui est essentiel pour le patient et pour le réseau qui existe aujourd'hui en pharmacie, qui est assez exceptionnel et qui est un peu en contradiction avec la philosophie de nos politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche ou du centre, et qui est un réseau qui est très performant et que tout le monde veut voir disparaître parce qu'il coûte très cher à leurs yeux. Donc mobilisez-vous le 30 mai parce qu'on a des enjeux autres que les enjeux économiques à défendre. Voilà. Vous avez piqué ma conclusion, Christophe, mais vous avez raison de le rappeler. Oui, applaudissez-le quand même. Et pas que lui. Je crois qu'on peut applaudir Marie-Éric Lambert, qui est représentant des patients, et Thierry Philbert, représentant de Pharma Suisse aussi. Voilà. Merci beaucoup.